Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Une nouvelle destination ce vendredi, nous partons au Mexique. Oui, Julie, c'est là qu'a installé depuis 13 ans Jenny Jean-Baptiste. Cette Martiniquaise de 44 ans nous a accordé un entretien entre deux avions juste avant de repartir vers Mexico City. Florin Ossus signe ce nouvel épisode des Antillais dans le monde. Et c'est effectivement depuis l'aéroport Martinique Aimé Césaire au Lamentin que nous retrouvons ce midi sur RCI avec Jenny Jean-Baptiste à quelques minutes de son vol retour pour le Mexique. Jenny, comment a débuté cette belle aventure au Mexique? Je suis allée au Mexique parce que fallait que je rejoigne le père de mes filles. Voilà, et c'est bon, c'est le cœur. C'est le cœur qui m'a guidée et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri au Mexique. L'adaptation a été très très difficile au début, mais après avec le temps j'ai compris qu'en fait tu peux t'adapter n'importe où quand tu comprends qu'il faut pas arriver en tant que conquérant mais plutôt en tant que conquis. Donc tu t'ouvres à un paysage, un panorama nouveau et puis tu acceptes les différences, tu tentes de les comprendre et de les exploiter à ta faveur. Quand on débarque comme ça à Mexico City sans aucun projet, j'imagine, au départ, comment ça s'est passé? L'adaptation, ça a dû être compliqué. Ça a été très très compliqué. À l'époque, j'étais étudiante. Je faisais un master de traduction trilingue, anglais, français et espagnol, spécialisé dans les sous-titrages cinématographiques. Et je suis arrivée au Mexique, je connaissais personne d'autre, hormis le père de mes filles. Je comprenais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprenais pas les gens, je comprenais pas leur langage. Moi, j'arrivais, je parlais castellano. Je suis arrivée au Mexique, ils parlaient espagnol, donc forcément, il y a une grosse différence. Quand ils vous disent maintenant, maintenant, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est vaste dans le temps, donc faut le comprendre. Alors, c'est vrai qu'au début, je me frustrais énormément, et puis j'ai fini par comprendre, et on s'adapte, et on accepte. C'est vrai que les 7 premières années, je détestais le Mexique. J'y restais forcément parce que j'avais un lien familial. Et puis après, j'ai commencé à me retrouver professionnellement parce que pendant les premières 7 années, j'ai fait des petits boulots, je travaillais dans la mode, j'ai du mannequinat, je travaillais dans la pub alors que c'est vraiment pas ce que j'avais étudié. Je suis diplômée en tourisme et en traduction, et voilà, c'était opposé à mes formations. Mais ce qui est bien au Mexique, c'est que le Mexique est un peu à l'instar des États-Unis. On n'a pas besoin d'être diplômé pour s'exprimer professionnellement. Si on a une passion, on trouve une passion et on l'identifie et qu'on arrive à l'exploiter, et on arrive à séduire, à conquérir le marché mexicain, tout va sur les roulettes. Mais c'est vrai qu'il faut arriver avec un esprit ouvert. Et le français, en règle générale, n'adopte pas toujours ce comportement. Professionnellement, donc, une longue période un peu de petits boulots, de choses un peu alimentaires, Ouais. on va le dire. Et puis tu trouves ta passion. Comment est née cette vocation pour créer ta société? C'est un cas, c'est pas un cas exceptionnel, mais c'est vraiment un cas atypique. Les premières 7 années, je suis frustrée au Mexique. J'essaie de rentrer en Martinique le plus régulièrement possible pour ne pas perdre mon essence, mes bases. Et la 7e année, je veux rentrer en Martinique. Je veux m'installer en Martinique. Mais finalement, mon aîné ne se retrouve pas dans les mœurs, dans la culture martiniquaise. Et je suis obligée de rentrer au Mexique. Et là, je me dis, bon, je vais quand même faire l'effort de m'adapter parce que ça fait quand même 7 ans. Le problème doit être moi et non pas le Mexicain. Auto-analyse, blablabla. Et puis, je rencontre une nana qui me propose un business de vêtements. J'avais très peur des maths parce que je suis une linguiste. Et j'accepte son défi. Je lui dis, écoute, je connais pas le business, j'aime pas le business. J'ai peur à la rigueur parce que c'est un monde nouveau, opposé à mes formations. Et puis finalement, elle m'entraîne. Je me laisse entraîner. Et aujourd'hui, c'est devenu mon âme sœur. Donc elle m'a appris, elle m'a vraiment initiée au business. Elle m'a initiée à la vente. Et puis c'était pas si difficile que ça parce que comme on vendait des vêtements,
On les vendait et donc je me suis rendu compte que l'une de mes passions, c'était la vente. Bonjour Jenny, on vous retrouve donc ce midi encore sur RCI. On parlait hier de votre arrivée au Mexique et de ce projet professionnel lancé avec votre collaboratrice qui a connu très vite un vif succès. On a travaillé ensemble pendant 7 ans dans les vêtements. Et puis après, le dollar a augmenté et c'était plus du business. Donc un jour, elle vient me voir et elle me dit, écoute Jenny, j'ai découvert une super crème. Mais c'est une nana qui bluffe vachement, quoi. Donc je me suis dit, allez hop, qu'est-ce qu'elle va encore me raconter comme connerie? Et puis finalement, elle me partage une crème qu'elle a inventée avec l'aide d'un biochimiste. Pour ses cheveux, parce qu'elle avait un gros souci, elle avait les cheveux qui tombaient très très fins, un cheveu sans corps. Moi je l'ai essayé, j'ai été séduite tout de suite parce que je n'ai jamais réussi à trouver un produit qui m'hydrate le cheveu à tel point qu'il soit sain. Et quand elle m'a passé son invention, ça m'a plu. Bien sûr, on a dû apporter des modifications parce qu'elle et moi, on a un cheveu totalement différent. Et je lui dis, écoute, s'il y a un produit qui fonctionne sur mon cheveu, ça veut dire qu'il fonctionnera sur le cheveu de la planète entière. On va bien faire les choses, on va monter notre entreprise, on va élaborer, on va le pousser le projet et on va se mettre à vendre comme il se doit. Et c'est comme ça que Raki Jen, Rak de Raquel, parce que c'est comme ça qu'elle se prénomme, Jen de Jenny, est née. Et depuis, ça fait 3 ans qu'on conquit le marché mexicain. On réconcilie les femmes avec leurs cheveux parce que les cheveux bouclés sont très difficiles à traiter comparativement aux cheveux lisses, aux cheveux droits. Et on leur apporte des solutions parce qu'on est souvent confronté à des cas de gens qui ont souffert dès leur enfance. On les défrisait, on leur faisait du bullying quant à leurs cheveux parce que il y a une espèce de mythe qui existe et qui prédomine encore où il faut avoir un certain type de cheveux pour être accepté dans la société. Et on leur propose justement cette solution. Sentez-vous bien, soyez fiers, soyez orgueilleux, parce que notre clientèle ne se limite pas qu'à la clientèle féminine. Et on fait un peu de thérapie. Et en 3 ans, on s'est bien étendu. On a aujourd'hui 10 succursales. Ça a l'air beaucoup quand on le dit, mais c'est beaucoup de boulot surtout. On n'a pas terminé de conquérir, de s'installer, de fleurir sur le marché mexicain. Souvent on me demande bon, tes produits, quand est-ce que tu les fais rentrer? Mais on n'est pas encore organisé. Donc mon objectif premier, c'est la Martinique, parce que effectivement il y a une très grande demande de soins capillaires pour le cheveu martiniquais, qui est un cheveu mixte. On trouve tout type de cheveux. Alors, j'espère que cette deuxième phase, cette phase 2 de notre projet verra le jour très bientôt. Je sais pas, je peux pas encore y mettre une date, mais je le souhaite du fond du cœur et on travaille dessus. À travers cette exploitation de ma passion, j'ai découvert un Mexique différent, un Mexique que j'aime aujourd'hui. C'est un très très beau pays. Les gens sont différents, ils sont mielleux, ils sont très agréables, différents. Et c'est un pays que je n'ai pas l'intention d'abandonner de sitôt. J'ai envie de rentrer chez moi, m'installer. Je suis pas encore prête à m'installer, mais en tout cas de rentrer régulièrement, parce que quand on bosse énormément dans un pays étranger, il faut éviter de perdre son essence. Et on peut facilement perdre sa couleur parce que on se mélange aux autres. On reçoit la culture de l'autre et il faut être solide pour ne pas se perdre soi. Et tu rentres tous les combien, du coup? Écoute, jusqu'à l'année dernière, je rentrais une fois par an avec mes filles, parce qu'il est important qu'elles soient en contact avec leur famille. Et puis cette année, ma vision de la vie a changé suite au tremblement de terre où j'ai tout perdu. Alors il y a des gens qui me disent, mais je pensais que t'étais bien. Oui, j'étais bien parce que j'étais en bonne santé, mais matériellement j'ai tout perdu. Après, il ne s'agissait pas d'alarmer la population. Il y a des gens vraiment qui sont morts. Il y a des gens qui ont vécu des situations bien plus difficiles que la mienne. Donc, et suite au décès également du père de mon associé, j'ai compris qu'il fallait vivre aujourd'hui. On a tendance à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais dans tout, hein.
Et on se fait pas plaisir et j'ai décidé de me faire plaisir. J'ai besoin de me faire plaisir. Je travaille énormément. En fait, mon associé et moi travaillons dur parce qu'on n'est que 2 femmes. Nous sommes 2 femmes aux rênes d'une entreprise, pour l'instant qui compte 6 employés, qui est en train de s'agrandir de plus en plus. Et j'ai besoin de rentrer chez moi, donc j'essaierai de rentrer, je sais pas, peut-être tous les 3 mois, enfin j'en sais rien, mais bien plus régulièrement parce que j'ai besoin de mes racines et du soleil martiniquais. Bonjour Jenny, après avoir parlé de votre carrière longuement hier encore, on va s'intéresser aujourd'hui à votre famille, une famille pleine de métissage. Comment vos filles vivent-elles d'ailleurs ce métissage martinico-mexicain? Elles ne sont pas que franco-mexicaines. Le franco se divise en 2 axes. Il y en a une qui est martiniquaise parce qu'elle est née ici, et puis après, l'autre, c'est le français, parce que finalement on est français. Et puis il y a le côté mexicain. Et même en étant mexicaine, il y a le Mexique est tellement métissé qu'elles sont très riches en métissage parce que du côté de leur père, elles ont encore d'autres influences arabes et d'ailleurs je crois françaises aussi ou francophones, je sais plus. Donc c'est un sacré mélange. Au départ, mon aînée elle a jamais vraiment compris le côté martiniquais ou le côté français parce que on utilise des tons qui sont pour le Mexicain assez brutaux quand on s'exprime à la rigueur virulent ou agressif, et le Mexicain ne s'exprime pas du tout comme ça, de cette façon-là. Déjà il dit jamais non, et ça permet justement cette prise de position permet d'ouvrir des portes. Il n'est pas négatif au départ, donc pour elle a très très mal vécu au départ. Ces séjours en Martinique ne se sont pas toujours bien déroulés, justement par rapport à la partie conflictuelle, subtile, qu'on développe en Martinique. Et puis depuis qu'elle a intégré le lycée franco-mexicain, elle se frotte de plus en plus à des Français, à des francophones. Et maintenant, elle comprend mieux, elle comprend davantage le comportement, l'attitude d'un francophone. Alors là, ça va mieux. La petite de 4 ans et demi, elle s'est très bien adaptée, elle a aucun souci. Elle pourrait s'adapter rapidement en Martinique, ça je sais pas, faudrait essayer. Mais sinon, aujourd'hui, elles vivent très très bien comment on dit, leur mixité, c'est ça? Le Mexique, pas une destination habituelle pour un Martiniquais ou une Martiniquaise. C'est quoi le Mexique que toi, tu as gardé dans le cœur? C'est un pays qui, comme je l'ai mentionné antérieurement, qui est à l'instar des États-Unis, où tu peux t'offrir toutes sortes d'opportunités professionnelles si tu y crois et si tu travailles pour. Cet aspect, cette nuance me séduit. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, je bosse dans ce que j'aime et d'ailleurs, je m'éclate en fait. J'aime énormément ce que je fais. Après, la nourriture, effectivement, elle est très riche, elle est différente. J'ai eu du mal au début à m'adapter parce que les conditions d'hygiène ne sont pas toujours les mêmes, elles ne sont pas respectées comme en France. Et puis, il y a des mélanges culinaires qui sont différents, mais après, on s'adapte et puis on apprécie. Dès l'instant où on a envie de découvrir, on apprécie. On a une image un peu de dangerosité de Mexico City à cause des gangs, à cause de la violence armée. Est-ce que c'est quelque chose que toi, au quotidien, tu ressens ou pas? C'est une question qui m'est posée régulièrement. La dernière fois où je me suis rendue à Paris, ça date de, je sais pas, 4 ans, je crois, 4 ans, quelque chose comme ça, je me suis sentie en insécurité. En Martinique, quand je viens, je ne suis pas toujours sereine. Contrairement au Mexique. C'est comme partout, il y a des quartiers où il ne faut pas aller. Le Mexique est un pays qui est très corrompu et où il y a où beaucoup de deals, comment on dit, des accords entre les politiciens et les narcos sont passés. Donc, où je vis, c'est une zone protégée. On n'a pas de soucis. C'est très rare d'entendre parler de kidnapping où je vis. Après, bien sûr, je connais des gens qui se sont fait séquestrer. En fait, comme je vis dans une zone fréquentée par beaucoup d'étrangers, c'est une zone qui est protégée. Après, c'est comme partout, hein, le Mexique
Il ne convient pas aux États-Unis de mettre en avant le Mexique parce que c'est son premier. Enfin, au niveau politique, ce n'est pas pratique pour les États-Unis, sachant que le Mexique représente un de ses premiers consommateurs au niveau mondial. Donc, ça ne lui convient pas de faire passer le Mexique pour mieux que lui. Mais c'est médiatique, c'est stratégique. Et après, mais le Mexique, c'est pas un pays dangereux. Enfin, pas à mes yeux. Bonjour Jenny, on se retrouve pour la dernière fois effectivement, toujours à l'aéroport Martinique-Aimé Césaire. Le vol pour Mexico City va pas tarder à décoller. Alors Jenny, la dernière thématique qu'on va aborder ensemble, c'est ce retour d'expérience. 14 ans passés sur place à Mexico City. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez aux gens qui nous écoutent? Et surtout, d'après vous, comment réussir son expérience lorsqu'on part comme ça vivre à l'étranger? C'est vrai que c'est une question un peu... c'est une question qui requiert beaucoup d'analyse parce que s'expatrier ne se limite pas juste à s'installer à l'étranger. Il faut accepter de s'adapter. L'adaptation passe par la compréhension déjà à travers la langue, donc il faut savoir parler, la compréhension de la culture, la compréhension des codes. Et à partir de ces trois éléments, entre autres, on peut grandir. Je ne conseille pas de s'expatrier toute une vie. Enfin, aujourd'hui, à mes 44 ans, je me rends compte que finalement les racines nous appellent, quoi. Donc il y a bien un moment où on reviendra. Est-ce qu'on pourra revenir? Ça, j'en sais rien, mais on a envie de revenir. En tout cas, passer régulièrement chez nous. Mes filles, je les inciterais plutôt à faire des tours du monde, de se prendre quelques années, de voyager d'un pays à un autre, pas de stagner dans un pays en particulier, exclusivement. Puis une fois qu'elles se seront frottées à toutes ces cultures, à tous ces gens différents, et pas si différents qu'elles finalement, parce qu'on est des êtres humains, et si on arrive à respecter l'autre, eh ben on peut s'adapter n'importe où. Ça, c'est très important. Mais il est très important de savoir d'où on vient. Il ne faut jamais l'oublier. Je suis une délavée. Ça fait 23 ans ou 24 ans que je suis partie. J'ai quitté la Martinique. J'ai vécu dans plusieurs pays. Entre autres l'Allemagne, l'Espagne, la Barbade. J'ai fait les bateaux de croisière. Mais il faut faire très attention parce que la ligne, elle est très très fine. Alors quand les enfants, quand les gamins, quand les adultes, les adolescents veulent s'expatrier, c'est génial. Mais il faut qu'ils dominent leurs racines pour pouvoir s'envoler. Parce qu'il y a un moment où ils vont se perdre et c'est où les dépressions, parce qu'on n'en parle pas, mais on devient dépressif. C'est aussi marrant, je vais te raconter une anecdote. À l'époque, je vivais à Barbade et j'adore la mer. J'aime la montagne, j'aime la rivière, mais je suis une folle du soleil et de la mer. Et à l'époque, je vivais à Barbade sur la plage et j'ai dû partir en Allemagne. Et il faisait tellement froid. J'étais étudiante, j'avais pas de sous pour me payer un super appart à l'époque. Mon premier appart, c'était un petit appart à l'est de Berlin. Et il n'y avait pas de chauffage et j'ouvrais le four. Pour recevoir de la chaleur. Et puis je mettais mon visage sous la lampe pour recevoir. Quand j'étudiais, je recevais du soleil à mes yeux de la lampe. Et un jour, j'ai décidé de me tatouer un soleil. Et c'était ce manque d'ambiance, ce manque climatique était tellement dense et tellement fort que je me suis fait tatouer un soleil. Mais ça, c'est parce que j'avais pas terminé d'assimiler qui j'étais. Parce que j'aurais très bien compris qu'il fallait juste que je puisse me rendre régulièrement chez moi ou, aller en Italie parce que c'était juste à côté pour recevoir un rayon de soleil qui pourrait ressembler au mien, même si c'était pas le mien. Donc il faut vraiment savoir d'où on vient. Et c'est ce que je conseille à tout désireux d'envol.